Impact le 8h08 après ceci. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, 8h08 à vivre également pour l'image sur Facebook. Nous sommes en direct pour ce matin consacrer le rendez-vous à la conférence Malmedy jour de guerre de Hugues Wencken, historien et auteur. C'est ce mercredi 18 au Malmudarium. On abordera tous ces événements bien sûr dans quelques instants. On en parle avec Christian Dujardin. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour à tous. Vous étiez déjà venu, je pense, dans un 8h08 pour... Oui, je suis déjà venu de... Vous êtes un habitué, il y a un petit temps d'ici. Voilà, je me représente quand même, on ne sait jamais pour rafraîchir les mémoires. Donc, Dujardin, Christian Dujardin. Ouais. Je suis co-auteur avec mon ami Hugues de pas mal de livres et d'articles, et notamment un dernier livre qui est paru ici sur la Cairn Group Viper, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Ce livre est disponible dans les librairies ici à Malmedy. Je suis également consultant pour le Bastogne Noir Museum, le Bastogne Mémorial, et voilà, je suis fort occupé avec tout ça. Voilà, vous êtes très sollicité forcément par toutes ces commémorations, des conférences, tout un tas de choses. Oui, pour l'instant, évidemment, nous faisons carton plein, comme on dit, parce qu'on n'arrête pas. C'est les commémorations et notre présence est vraiment nécessaire un peu de tous côtés. Ce qui explique que, pour l'instant, Hugues et moi, nous sommes un peu séparés par la force des choses. Hein. Bien entendu. Alors, un peu d'histoire, si vous le voulez bien, Christian. Quel était l'objectif de l'armée allemande durant cette période ? L'objectif de l'armée allemande, et plutôt d'Hitler, était de prendre le port d'Anvers. Et le port d'Anvers, pourquoi ? Il y a trois raisons, évidemment. La première, c'est une raison tactique, qui semble évidente pour le terrain. C'était détruire les divisions américaines, sur la rive droite de la Meuse. Le deuxième, c'est de prendre le port d'Anvers. Pourquoi ? Parce que le port d'Anvers, à lui tout seul, fournit la moitié des fournitures de tout le front européen. Il ne faut pas oublier que la plupart des ports français ne sont toujours pas libérés. Dunkerque est toujours occupé par les Allemands, l'Orient également. Et alors le troisième but, qui est un but politique évident, c'est de provoquer dispute, un casus belli entre l'armée américaine et l'armée anglaise, pour amener les Alliés à faire une paix séparée, ce qui permettrait à Hitler d'envoyer toutes ses troupes, de récupérer toutes ses troupes et de les envoyer contre l'armée rouge. Très bien. Alors, quelle est la position géographique de Malmedy par rapport justement à cette offensive hivernale ? Voilà, la position de Malmedy, elle est au centre de la 6e Panzerarmee. Donc, l'offensive des Ardennes, c'est trois armées, la 6e qui est dans notre zone, la 5e qui doit flangarder la 6e, et enfin la 7e qui, elle, est censée bloquer toute remontée éventuelle de l'armée de Patton. Pour cela, la 6e Panzerarmee, c'est elle qui doit prendre Anvers. Elle a 9 divisions. Dans les 9 divisions, il y en a 5 d'infanterie, 2 qui doivent passer de part et d'autre de la ville de Montjoie, et les 3 autres qui doivent ouvrir les lignes à 2 Panzerdivisions, la première SS Panzerdivision Leibstandart et la 12e SS Panzerdivision Hitlerjuden. Donc ce sont des grandes divisions d'élite de plus de 20 000 hommes, bien dotées en chars. Comment les troupes hitlériennes ont-elles progressé au cours de ce 17 décembre ? Au cours du 17 décembre, nous allons rétropédaler un petit peu et regarder ce qui se passe le 16. Le 16, donc, c'est le début de l'offensive. Il faut dire que le côté droit de la 6e Panzerarmee est tout de suite bloqué par le 5e corps de Gérard. La 12e SS Panzerdivision, qui aurait dû prendre Malmedy, est bloquée tout de suite après quelques centaines de mètres. Il n'y a que la première SS Panzerdivision, la Leibstandart de Monk, qui, elle, parvient à percer. Pourquoi ? Elle parvient à percer parce qu'elle est en 2 corps d'armée et qu'elle rencontre très peu de troupes devant elle. Malgré tout, c'est les troupes allemandes, les troupes blindées vont
prendre pas mal de retard. Pourquoi? Parce que les Allemands font une erreur tactique évidente. Contrairement à la doctrine du Blitzkrieg, ils envoient d'abord l'infanterie pour bousculer les premières lignes américaines qu'ils croient faiblement défendues. Et bien là, ils se trompent. Les Américains vont se battre vaillamment. Et ils vont bloquer au fur et à mesure, à chaque carrefour, bloquer l'avance allemande, des fantassins allemands et leur provoquer assez bien de pertes. C'est ça. Alors, toujours en quête de vérité, Christian, quels faits se sont réellement déroulés à Baugnies? À Baugnies, le triste souvenir de Baugnies, du massacre des prisonniers américains, c'est une unité de reconnaissance d'artillerie qui va retrouver la 7e blindée américaine assez vite, qui tombe nez à nez pratiquement avec l'avant-poste de la Kampfgruppe Peiper. Ces gens sont faits prisonniers après un bref combat. Peiper continue. Bon, les prisonniers sont rassemblés dans la prairie, tristement célèbre. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait trop rien. À mon avis, c'est un avis tout à fait personnel. Les soldats, ils voient le temps passer, ils refroidissent. La forêt n'est pas loin, les buissons non plus. Il est probable, je dis bien qu'il est probable que quelques GIs aient voulu s'échapper et qu'évidemment la fusillade commence. Il suffit d'un coup de feu et tout commence. C'est ça. Puis alors, les Américains étant blessés ont été achevés. Maintenant, j'ai très bien étudié le procès de Dachau. Procès de Malmedy qui s'est passé à Dachau. Ouais. Et on a retourné les archives et tout. On n'a jamais, et le procès non plus, d'ailleurs le tribunal n'a jamais prouvé, qu'il y avait eu d'ordre écrit d'abattre les prisonniers. Que du contraire, au niveau de l'armée, la 6e Panzerarmee, il était bien stipulé que les prisonniers devaient être rassemblés à certains points pour être évacués vers l'arrière. C'est ce qui me fait penser que, il y a eu un début de panique, un début de coup de feu, et puis la perte de contrôle qui s'est passée. C'est ça. Bon, à la fin de la journée, quel état des lieux peut-on faire alors de l'offensive? Quel état des lieux, donc, au niveau de la 6e Panzerarmee qui nous préoccupe ici et qui doit atteindre Anvers. Donc, nous avons tout le côté droit de la 6e Panzerarmee qui est carrément immobilisé du côté de Krinkel-Rochrath, la crête d'Alsenborn. Seule la Kampfgruppe Peiper est parvenue à passer, donc elle était déjà retardée par l'infanterie qui n'avançait pas. Il y a eu le malheureux épisode de Baugnies. Il faut également signaler que Peiper, à ce moment-là, n'est pas sur le lieu du massacre. Lui, Peiper, il est occupé à Ligneville, où il y a également des accrochages. Il y aura également des prisonniers américains qui vont être abattus, et notamment un qui s'appelait Abraham Lincoln. Ah, ça ne s'invente pas. Ouais. Bref, le 17 au soir, alors que Peiper doit être en vue de la Meuse, il est seulement arrivé sur les hauteurs de Stavelot. Hauteurs de Stavelot qui ne continue pas. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé des patrouilles, et les patrouilles lui ont fait part qu'il y avait beaucoup de troupes d'occupation à Stavelot. En fait, ce sont les combats de commande A et B de la 7e blindée américaine qui sont en train de déménager de l'Allemagne vers Saint-Vith pour défendre Saint-Vith. Donc ça, plus le regroupement des forces, il attaquera Stavelot à l'aube le lendemain, le lundi 18 décembre à l'époque. C'est ça. Alors, il y a eu des missions spéciales, j'imagine, menées durant la bataille des Ardennes. Quelles sont-elles? Dans les missions spéciales, justement, elles ont eu lieu dans la région. Il y en a eu deux principales. Celle de Scorzoni. Donc Scorzoni c'est celui qui a libéré le dictateur italien. Mussolini. Notamment Mussolini, voilà, je ne tombais plus sur le nom. C'est l'homme des coups de main d'Hitler. Et il a comme mission, il en a deux. Il y a d'abord la mission de l'unité Stilau. Ce sont des Allemands qui mettent des effets américains, qui sont censés parler anglais, qui doivent traverser les lignes, faire des sabotages, faire sauter les dépôts de munitions, inverser les panneaux de signalisation, bref, mettre le plus de désordre possible à l'arrière des lignes. Cette opération
si ce n'est psychologique, n'aura pas d'impact au niveau tactique, mais au niveau psychologique, il y aura un fort impact. Beaucoup d'officiers américains, même de haut grade, seront arrêtés et interrogés parce qu'ils ne connaissaient pas l'équipe qui avait gagné le match à Boston à telle date, ou qui chante tel truc, telle chanson. Les premiers qui seront découverts, les premiers, on va dire, déguisés de Scorzoni, seront arrêtés au pont des Wai. Ils seront fusillés le lendemain matin, sans problème. La deuxième mission de Scorzoni, c'est avec la brigade 150. C'est une brigade qui est composée de matériel, déguisé également en matériel américain, et qui, en principe, doit foncer sur les premières lignes pour atteindre les ponts de la Meuse et les protéger pour que les troupes puissent passer facilement. Là aussi, ça va être le fiasco. Il va tenter une attaque sur Malmedy, mais elle sera contrée efficacement par la 30e d'infanterie, la 99e bataillon de Norvégiens et le 526e bataillon d'infanterie blindée américaine. C'est ça. Alors, tant que nous y sommes, Christian, on est bientôt déjà à la fin du 8h08, on a encore quelques minutes. C'était quoi la mission assignée aux parachutistes allemands ? Aux parachutistes allemands, ils devaient sauter ici, justement, près des limites de la commune de Malmedy actuelle, du côté de la baraque Michel, et plus précisément au carrefour de la Belle-Croix. Là, au carrefour de la Belle-Croix, ils devaient tenir le carrefour quelques heures pour empêcher la montée des renforts américains qui venaient de la 9e armée située au nord et qui étaient mutés à la 1re armée de Hodge au sud. Seulement, ça va être un fiasco en partie. Je m'explique. Le parachutage aurait dû avoir lieu la nuit du 15 au 16, jour de l'offensive, et tout simplement par manque de carburant, les camions qui devaient amener les parachutistes sur les aérodromes n'ont pas pu le faire. Donc, les Allemands ont remis la mission de la nuit du 16 au 17. Ça va être un fiasco également parce que sur les 1200 hommes embarqués, il y en a à peu près 300 qui vont sauter malgré tout sur la région. Ils vont être disséminés, ils vont parvenir à se regrouper, mais ils ont perdu toutes leurs armes lourdes, leurs munitions, et ils ne seront totalement incapables de tenir le carrefour de la Belle-Croix. Ils vont se disséminer et se diluer par après. 150 vont rejoindre les lignes allemandes et 150 vont être prisonniers par les Américains, dont Van der Heydt qui était le chef du commando. C'est ça. Alors, une dernière grosse question avant de terminer ce 8h08. En gros morceau, il y a 3 figures emblématiques de l'armée allemande, Otto Skorzeny, dont nous parlions tout à l'heure, Van der Heydt, Peiper aussi mentionné. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fonctions et les contributions de chacun de ces individus durant cette Seconde Guerre mondiale ? Donc, on va d'abord commencer par Skorzeny. Donc, je l'ai évoqué, c'était l'homme de main de Hitler. Il a participé à tous les gros coups de main, les coups fourrés derrière les lignes et tout. C'est un nazi convaincu. Ça, il n'y a pas photo, c'est un nazi convaincu. Il va servir également, il va aider les filières d'exfiltration d'anciens nazis vers l'Amérique du Sud. Et alors, paradoxalement, il va être recruté par le Mossad pour liquider des gêneurs, des anciens SS, mais pas que ça, d'autres personnes qui gênent le jeune État d'Israël à l'époque. Quant à Van der Heydt, on l'a présenté comme un chevalier blanc après la guerre. C'est un guerrier. Indiscutablement, c'est un guerrier, mais c'est loin d'être un chevalier blanc. En fait, Van der Heydt est un nazi convaincu. Il provient de l'aristocratie bavaroise. Il est dans les premiers à s'affilier au parti nazi. Il est même d'ailleurs un zélateur à l'université, très agressif d'ailleurs pour tout qui ne partage pas ses idées nazies. Et on va le blanchir à la fin de la guerre parce qu'il fallait des bons Allemands et des mauvais Allemands. Et les mauvais Allemands, ça va être Peiper évidemment, qui est dans la SS, qui est l'homme le plus détesté des États-Unis à ce moment-là. Seulement, Peiper a été le secrétaire particulier d'Himmler,
Ok. Il a choisi les combats à la place de rester bien au chaud. C'est un guerrier également, mais de là à ce que ce soit un nazi convaincu, je serais plus timoré, étant donné qu'il n'a jamais voulu adhérer au parti nazi. C'est ça. Bon, on pourrait vous écouter les heures. Hein. En tout cas, on en saura encore beaucoup plus demain à l'occasion de la conférence Jour de guerre de Hugues Wenquin, histoire et auteur. C'est donc demain 2-3 infos pratiques au Malmudarium. À partir de quelle heure c'est gratuit? Je pense que c'est à partir de 18h30. Et Hugues, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, depuis bien 20 ans, vous fera un plaisir de vous donner tous les détails que de toute façon vous pouvez encore retrouver dans notre dernier ouvrage, La percée de la Kamrup Piper, ici disponible par la librairie Culibert. Très bien. Bon voilà, le temps qui nous était imparti, ça passe vite hein, quand on est passionné. Alors, bon courage pour tout ce travail, hein, pour ces commémorations bien entendu. Merci d'être venu, Christian, nous parler de tout cela et on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent. Hein. Merci à vous. On revoit le 8h08 sur notre page Facebook Impact News.